On pense souvent savoir ce qui rend un groupe intelligent. Mais et si une idée qu'on tenait pour acquise était en fait fausse? Figurez-vous qu'une étude fascinante pourrait bien nous obliger à tout revoir. Voilà le cœur du problème. D'un côté, on a l'idée classique. Pour qu'une foule soit juste dans son jugement, chacun doit réfléchir dans son coin, sans être influencé. Et de l'autre, on a cette étude de 2017, signée Baker, Brackbill et Santola, qui vient tout bousculer en posant une question un peu folle. Et si, dans de bonnes conditions, le fait de s'influencer les uns les autres nous rendait collectivement plus intelligents? Pour y voir plus clair, voilà notre parcours. D'abord, on va revoir très vite les bases de la sagesse des foules. Ensuite, on plonge dans l'expérience qui sème le doute. On verra comment un célèbre biais cognitif, l'effet Dunning-Kruger, vient compliquer les choses avant de tout remettre en ordre pour comprendre que finalement tout est une question de contexte. Allez, commençons par le commencement. Pour bien saisir à quel point cette nouvelle découverte est importante, il faut d'abord comprendre l'idée qu'elle vient percuter de plein fouet. Le principe de base est assez simple. Traditionnellement, l'influence sociale s'est vue comme un parasite, un contaminant. L'idée, c'est que si les gens se parlent, ils finissent par tous penser pareil. Ça tue la diversité des opinions et donc ça rend le groupe moins précis. L'indépendance, c'est la condition sine qua non. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Les chercheurs se sont demandé si cette règle était si universelle que ça. Et s'il existait des manières de communiquer, des sortes de réseaux, qui pourraient complètement inverser la tendance. La question est audacieuse, parce qu'elle va à l'encontre de décennies de théories. Est-ce qu'on peut imaginer un système où le fait de voir ce que pensent les autres ne mène pas à une pensée de groupe médiocre, mais au contraire aide tout le monde à converger vers la bonne réponse? Pour vérifier ça, les chercheurs ont utilisé un concept clé, le poids de soi. Pour faire simple, c'est une mesure de la confiance qu'on a dans sa propre réponse. Si on a un poids de soi élevé, ça veut dire qu'on s'accroche à sa première idée. Si on a un poids de soi faible, on est plus du genre à se laisser influencer et à changer d'avis. Et là, attention, voilà le résultat qui change tout. Dans leur expérience, non seulement l'influence sociale n'a pas été un problème, mais elle a carrément aidé le groupe à être plus juste. Comment c'est possible? Eh bien, il se trouve que les personnes qui avaient la bonne réponse dès le départ étaient aussi les plus sûres d'elles. Leur confiance élevée les a rendues moins influençables et du coup, elles ont agi comme des points d'ancrage qui ont tiré la moyenne du groupe vers la vérité. Mais attendez une seconde. Si on s'y connaît un peu en psychologie, ce résultat devrait faire sonner une alarme. Parce qu'il y a un biais cognitif très célèbre qui prédit exactement, mais alors exactement l'inverse. Il s'agit de l'effet Dunning-Kruger. Pour résumer, il dit que les plus incompétents sont souvent trop confiants pour se rendre compte de leur incompétence, alors que les experts, eux, savent tout ce qu'ils ne savent pas encore et ont donc tendance à douter un peu plus. On se retrouve donc face à une contradiction énorme. Si l'effet Dunning-Kruger s'était appliqué ici, les personnes les moins précises auraient dû être les plus têtues. Elles auraient servi de mauvais point d'ancrage et auraient tiré tout le groupe vers le bas. Catastrophique. Or, l'expérience a montré l'exact opposé. Visuellement, le contraste est frappant. On s'attendait à voir une corrélation négative. Plus on est précis, moins on a confiance. Mais les résultats montrent une corrélation positive. Plus on est précis, plus on a confiance en sa réponse. Et les données sont formelles. Le score de corrélation, ce fameux ρ, était de 0,25. C'est la preuve statistique qu'il y a bien un lien positif significatif entre la justesse de la réponse et la confiance en soi, ce qui contredit directement les prédictions de Dunning-Kruger dans ce contexte précis. C'est la question qui tue. On a un résultat expérimental solide qui semble contredire un des effets les plus connus de la psychologie. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer ce mystère? Heureusement, les chercheurs ont des pistes très solides pour résoudre cette énigme. En fait, ils proposent 4 raisons qui pourraient expliquer pourquoi leur expérience a réussi à éviter le piège de l'effet Dunning-Kruger. La clé, en fait, se trouve dans la conception même de l'expérience. Chaque petit détail, du type de questions posées aux motivations des participants, a joué un rôle déterminant. Première explication, la nature de la tâche. L'effet Dunning-Kruger, il apparaît surtout quand on demande aux gens d'évaluer une compétence générale, comme leur sens de la logique ou leur grammaire. Mais ici, on leur demandait une estimation factuelle, du genre compter le nombre de bonbons dans ce bocal. C'est beaucoup moins engageant pour l'ego de se dire « bon, mon chiffre est peut-être à côté de la plaque » que de se dire « je suis nul en logique ». Les deux raisons suivantes sont liées à l'environnement de l'expérience. D'abord, le retour des autres, le feedback social. Si on pense qu'il y a 500 bonbons, mais que tous nos voisins disent autour de 150, c'est un signal très clair qu'il faut peut-être revoir sa copie. Et puis, il y a l'argent. Les participants étaient payés en fonction de leur précision. Cette motivation financière a pu les pousser à mettre leur fierté de côté et à adopter une stratégie plus maligne pour se rapprocher de la bonne réponse. Alors, au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? La grande leçon, ce n'est pas que Dunning-Kruger a tort et que Baker a raison. C'est que les deux peuvent avoir raison, mais chacun dans son propre contexte. On peut donc imaginer qu'il existe 2 régimes. D'un côté, le régime Baker,
Quand on traite de faits dans un contexte coopératif, l'influence sociale est une bonne chose. De l'autre côté, le régime Dunning-Kruger, quand on parle de sujets idéologiques où notre identité est en jeu, alors là, la surconfiance des moins informés peut prendre le dessus et l'influence sociale devient toxique. Au bout du compte, le message est hyper important pour nous aujourd'hui. Ce n'est pas l'influence sociale en soi qui est bonne ou mauvaise, tout dépend de la façon dont on structure nos discussions et des problèmes qu'on cherche à résoudre. On a le pouvoir de créer des environnements qui nous rendent collectivement plus intelligents. Je vous laisse avec cette question pour réfléchir. Quand on regarde les débats parfois très houleux sur les réseaux sociaux, qui portent sur des sujets où l'identité est très forte, dans un environnement compétitif, à votre avis, dans quel régime on se trouve le plus souvent? Et surtout, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour basculer vers un mode un peu plus constructif? C'est une réflexion qui, je l'espère, va vous trotter dans la tête. Merci beaucoup.